Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence. Je voulais commencer à envoyer tous mes sentiments à Antonio Borg qui traverse un moment difficile. Nous aurons son frère dans nos prières ce soir et je le remercie d'être là avec nous cet après-midi. Quelques mots pour dire que la protection de l'embryon humain se trouve à la racine de notre existence. Nous naissons pour défendre la vie. Nous sommes nés pour défendre cet embryon humain. C'est pourquoi je voulais commencer en disant que c'est la racine de notre existence, de notre plateforme, de notre fédération, One of Us. Et cela dit, je voulais dire que c'est une grande joie de pouvoir suivre ce séminaire organisé depuis Malte. Et pour nous, c'est un honneur de démarrer cet événement avec des personnes comme Antonio Borg. Et à partir de ce moment, je vous cède la parole. Merci pour votre présence, pour votre engagement et pour Antonio Borg, surtout pour être là dans cette journée si spéciale. Merci, Jaime. Tout premièrement, je voulais vous souhaiter à tous, je voulais vous dire bonjour et je voulais remercier les intervenants qui nous accompagnent dans ce séminaire organisé par Life Network Malta et par One of Us. Je voulais transmettre mes remerciements à Antonio Borg pour sa présence. Je voulais remercier tous les participants de tous les pays de l'Europe qui sont connectés à cet événement. Le séminaire d'aujourd'hui, comme Jaime Meyer nous disait il y a quelques minutes, se concentre sur le noyau, sur le cœur de One of Us, raison d'être, son histoire. Depuis les débuts, One of Us a comme mission la promotion de la reconnaissance de la dignité de l'embryon humain dans chaque étape de son développement. En partant de la raison et de la science, il est important de signaler que l'évidence embryologique nous démontre que l'embryon humain est un être humain complet, même si immature. Cet embryon humain, depuis la conception, est complètement programmé pour se développer d'une manière active jusqu'à l'étape suivante de la maturité. Depuis cette évidence scientifique, nous allons analyser aujourd'hui avec nos intervenants les aspects concernant la protection de l'embryon humain. Et pour commencer, je voulais céder la parole au docteur Domenico Coviello de l'Italie, médecin génétiste de l'Institut scientifique Briasline de Gênes, qui va nous parler de la protection embryonnaire des tests prénataux. Merci, Anna. Je vais partager mon écran maintenant. D'accord. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager avec vous mon intervention. Je voulais vous parler des tests prénatals et des aspects médicaux. Nous allons parler maintenant de la fécondation et de fertilisation, la fécondation et le vocabulaire. Ensuite, des tests prénatals classiques et de quelques aspects éthiques. La première partie est la fécondation. Nous savons tous, comme Anna nous l'a dit, que la vie démarre quand les deux génomes, le génome de la femme, se réunit avec les chromosomes paternels. Et maintenant, nous avons 46 chromosomes réunis et si nous l'observons bien, il s'agit d'un vrai miracle.
est impressionnant de voir qu'un spermatozoïde rentre dans l'ovule pour créer cette vie. Nous avons ici le vocabulaire. Nous pouvons commencer avec le mot zygote et la rencontre entre le gamète femelle, ovocyte, et le gamète mâle, qui est le spermatozoïde de l'homme. De cette façon, commence le développement du zygote. La première cellule est créée environ 24 heures après la fécondation de l'ovule. Le mot suivant, le terme suivant, c'est l'embryon, qui est créé suite aux divisions cellulaires entre les heures 48 et 72 après la fécondation. Après 48 heures, nous aurons entre 2 et 4 cellules et après 72 heures, nous serons entre 12 et entre 8 et 12 cellules. Le terme suivant sont les blastocytes. Nous avions le développement, nous avons ici le développement embryonnaire le plus avancé, le blastocyste. Oui, cela se produit 5-6 jours après la fécondation. Il n'y a plus de blastomère distinct, mais de nombreuses petites cellules qui se sont disposées de façon périphérique pour créer une unité. Nous avons ici une image de ces différentes étapes. Nous avons ici une cellule, 2, 4, quelques-unes de plus. Et ensuite, nous voyons la cavité qui est créée lors de la dernière étape. Nous voyons le jour 2, le jour 3 et le jour 5. Nous avons ce blastocyste. Nous avons ici quelques images réelles qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, mais nous avons le jour 1 avec le 2 noyaux des cellules. Et nous commençons avec le premier zygote et nous voyons comment la division se produit. Nous voyons ici le blastocyste et ces cellules rouges sont les cellules qui vont commencer à créer l'embryon. Les autres cellules sont l'annexe qui vont donner lieu à différents fluides à la placenta. Au placenta. Nous voyons ici où se produisent ces différentes divisions. Nous avons ici la fécondation. Dans cette trompe de Fallope. Et nous avons ensuite le zygote qui va voyager jusqu'à l'utérus. Dans l'utérus, nous aurons le blastocyste. Le jour 5, nous avons une autre image où nous voyons les blastocystes qui commencent à se connecter. Nous avons d'autres phases, jour 6, 7, 7, 8. Et nous voyons ici les blastocystes à l'intérieur qui vont commencer à créer ce que l'on appelle l'ovulus chorionique ou tissu sera développé petit à petit. Nous arrivons ici au test prénatal classique. Au début, nous avons un test d'ultrason et des tests biochimiques qui pourraient nous décrire certains aspects de l'évolution qui ne sont peut-être pas si qui ne vont pas si bien. Après, nous avons des tests cytogénétiques et ensuite, nous pouvons faire des tests sur les amniocytes. Et nous pouvons également réaliser des tests ADN. Maintenant, il existe un autre test qui se fait à travers le sang maternel.
où on trouve ce que l'on appelle l'ADN libre, qui permet de mener certaines analyses. Nous avons ici les différents tests entre les semaines 10 et 12, entre 15 et 18. Nous pouvons vérifier l'état du fluide amniotique, de liquide amniotique, deuxième trimestre, et très peu de fois le dernier test réalisé. C'est un test qui était fait il y a très longtemps à travers le sang du fœtus. Nous arrivons au troisième pas, troisième étape, les tests avant la pré-implantation. Afin de faire ces tests, de mener ces tests, nous devons avoir recours à la fécondation in vitro et la transférence embryonique. Comme vous le savez, si les tests ne sont pas faits in vitro, nous avons le test ICSI, l'injection du spermatozoïde, du sperme intracytoplasmique. Nous avons ici un diagnostic avec plusieurs cellules. Avant, cela se faisait avec une seule cellule. Maintenant, les méthodes ont changé. On utilise des cellules différentes, enfin différentes cellules de blastocystes. Et ensuite, nous pouvons faire l'analyse de l'ADN. Ensuite, nous voyons l'histoire naturelle du développement. Et le blastocyste se trouve à tout moment à l'intérieur de la mère. Ils sont en rapport avec la mère. Dans la fécondation in vitro, les choses changent. On cueille l'ovule et la fécondation est faite à l'extérieur de la femme. L'ovule rencontre le spermatozoïde, l'embryon est sélectionné, choisi, celui qui semble être le meilleur, et ensuite l'on fait le transfert de l'embryon. Dans cette sélection embryonnaire, on fait les analyses, mais avec les tests nous voyons ici le blastocyste, la partie supérieure, la partie supérieure provient de l'embryon et et dans l'analyse, on étudie que le trophoblaste, c'est-à-dire le tissu qui donne origine au placenta. C'est plus sûr pour l'enfant. Et avec cette technologie, on n'analyse pas le fœtus, mais l'annexe. Donc, ce n'est pas une technique si précise. Et les personnes qui font qui se soumettent, à ces techniques ne sont pas enfermées. Nous allons parler maintenant des questions éthiques. Je vais parler des préoccupations principales. Il existe des préoccupations scientifiques. Tout d'abord, nous avons une valeur diagnostique limitée. J'ai parlé avec un grand nombre de femmes qui se sont présentées, qui sont venues à notre institut après une fécondation in vitro. Et seulement après la fécondation, ils sont arrivés à la conclusion que les diagnostics ne sont pas toujours très précis. Et les réponses ne sont pas toujours fiables. C'est quelque chose qui ne l'aurait pas expliqué d'une façon claire avant de
entreprendre cette action. Ensuite, il y a des conséquences épigénétiques. L'environnement dans lequel l'embryon se développe n'est pas l'environnement maternel. Qu'il y a, tout cela se fait in vitro. Dans la séquence de l'ADN, on n'observe pas des changements, mais il y a des facteurs au-dessus, au-delà de l'ADN, pouvant bloquer l'expression de certaines substances. Et cela est dû à l'environnement. Donc, l'épigénétique est un grand champ de recherche actuellement pour étudier toutes les interactions entre l'environnement et l'ADN. Ou l'environnement pouvant activer ou désactiver certains gènes et pouvant avoir des effets négatifs sur l'embryon. Il s'agit de développements qui ne peuvent pas être constatés au début, mais après un certain temps. Et j'aimerais mentionner qu'il y a beaucoup de tests avant de pouvoir mettre ou commercialiser en quelque sorte ces tests. Tout cela, il y a des contraintes de privacité, de vie privée, donc on ne peut pas avoir des données. Cette approche nous a empêché de faire un suivi de ces grossesses. Maintenant, les inquiétudes, les préoccupations éthiques. Nous sommes face à une action active. Et nous avons également cette préméditation pour sélectionner un être humain sur la base de son phénotype. Dans la situation prénatale, il n'y a pas d'action active. Si nous avons une fécondation naturelle, le médecin se retrouve devant la femme et le fœtus a été conçu de manière naturelle. Les femmes, dans ces cas-là, peuvent demander si le fœtus se trouve en bon état, est en bon état. Et dans ce cas-là, le médecin peut donner des informations sur les conditions de santé. Il n'est pas obligatoire d'arriver à terme de la grossesse pour savoir. Il n'existe pas de préméditation. Avec le diagnostic prénatal in vitro, nous avons une préméditation et une sélection active de l'embryon. Nous avons une action active également dans la production d'un embryon humain en bonne santé, par exemple, pour savoir s'il il pourrait ne pas être implanté dans la femme et être perdu. Et le dernier point, nous sommes face à la possibilité de modifier l'embryon, car l'embryon se trouve à l'extérieur de la femme. Donc, si nous modifions l'embryon, nous changeons également le gamète, les cellules germinales du fœtus. Et il serait possible de créer une espèce humaine modifiée. C'est l'une des grandes inquiétudes. Ici, j'aimerais résumer certains des points. Si nous avons des changements génétiques, nous avons la possibilité de l'observer lors du diagnostic prénatal, mais nous avons aussi des changements mitotiques, et dans ce cas-là, le diagnostic n'est pas si précis.
Et par exemple, dans ce diagnostic, nous ne pouvons pas observer des modifications comme la trisomie. Par rapport à l'épigénétique, nous avons ici l'ADN et nous voyons tous ces facteurs qui se trouvent au-dessus de l'ADN et qui peuvent fonctionner comme un blocage, une ouverture de l'ADN. Donc, cela peut changer énormément de choses, des choses qu'on ne peut pas constater, qu'on ne va pouvoir constater dans 5, 10 ans ou même dans une génération ultérieure. C'est un aspect très compliqué. La dernière inquiétude, c'est la révolution du changement, de la modification de l'ADN. Nous avons ici le titre de cet ouvrage. Avec les nouvelles technologies de modification génétique, nous pouvons transformer la vie, mais devons-nous le faire? Beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de cette modification génétique et de la technologie CRISPR-Cas9 qui peut être utilisée afin de réparer des parties de l'ADN. Cette technique permet de changer, de modifier certains aspects de l'ADN, mais lorsqu'elle fonctionnera correctement, elle va pouvoir être utilisée pour modifier complètement l'ADN, ce qui donne lieu à une nouvelle inquiétude concernant l'étape postgénomique. Il y a eu des expériences récentes pour obtenir un embryon chimérique humain-animal, un mélange de humain et singe, par exemple. Et ces cellules embryonnaires chimériques ont le potentiel de générer des embryons chimériques. Et donc, des fœtus dont nous ne savons rien du tout. En 2015, les deux magazines les plus réputés dans le domaine de la science parlaient de ces inquiétudes. Et ils mentionnaient, disaient qu'on ne savait pas quel genre de bébé nous pourrions avoir suite à ces modifications. Cette technique était rapide, simple et pas chère, économique. Elle pourrait être utilisée afin de modifier les plantes. À l'époque, la préoccupation n'était pas si importante, mais il est possible que on puisse mener des expériences sur des animaux domestiques souhaités par les propriétaires. Par rapport à la modification des embryons humains, comme nous l'avons un embryon modifié, on dit qu'il pourra transmettre les changements à sa progéniture. Cela pourrait être une solution pour des personnes avec des problèmes de stérilité. Bon, c'est une préoccupation parce que nous ne disons pas des connaissances suffisantes pour en prévoir les conséquences. Nous avons ici la couverture du magazine Time où on parle de la modification de l'ADN et de tous les risques associés à chacun des gènes. On parle également de la problématique du fait que l'épigénétique pourrait ouvrir ces gènes et donner lieu à des maladies. Bien entendu, et j'arrive à ma conclusion, nous pourrions dire que dans des mauvaises mains, cette technique CRISPR ou Cas9 pourrait être utilisée avec des buts
non, pas très clair. La technologie peut bien entendu être utilisée pour des buts positifs, mais cela pose beaucoup de questions. Le débat sur les aspects sociaux, éthiques et juridiques ne doit pas seulement impliquer des scientifiques, des médecins, des philosophes, des théologiens, des politiciens et bien d'autres, parce que l'avenir de l'humanité est en jeu. Merci beaucoup pour votre attention et nous voyons ici l'institut où je travaille. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Cubiello. Votre intervention était très intéressante et j'ai une réflexion. Dans ces temps où la protection de l'environnement arrive à des limites parfois inattendues, comment est-il possible que cette protection ne soit pas octroyée à l'être humain dans la première étape de sa vie, l'étape pionnière? Et pourquoi nous essayons de reformuler toute activité naturelle. Ensuite, plus tard, nous aurons un tour de questions-réponses. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Tonio Borg. Tonio Borg est un ex-commissaire européen de santé et ex-vice-premier ministre et ministre de Malte. Il est membre du comité exécutif de One of Us et une prière emphatique pour la défense de la vie. C'est une journée compliquée pour lui et je voulais le remercier d'être ici avec nous malgré les circonstances. Et cher Tonio, je te demanderai également de nous expliquer quelle est l'histoire législative, la situation législative à Malte par rapport à l'embryon humain. Merci beaucoup, Tonio. Oui, Anna. J'aimerais dire que j'ai un problème médical à l'hôpital. Je dois faire une intervention. Je dois me faire une intervention, donc je dois partir et je suis désolée de devoir vous quitter. Au revoir. Nous sommes défenseurs de la vie, donc nous comprenons parfaitement. Merci, Domenico. Tonio, c'est à toi. Merci, Anna, pour tes gentils mots. Et dans mon intervention, j'aimerais décrire brièvement la situation législative à Malte. Malte est le seul État membre de l'Union européenne où l'avortement est toujours un délit. Entre 2003 et 2008, j'étais ministre de la Justice et j'ai participé à la première rédaction de la loi sur la protection des embryons. À cette époque, il n'existait aucune législation à Malte concernant la fécondation in vitro et il n'y avait qu'une phrase dans le code pénal qui disait que c'était interdit d'atteindre contre la vie. La loi a été approuvée quand j'étais ministre de Justice et ce que je voulais faire lorsque j'ai rédigé cette loi était de protéger l'embryon et en plus de protéger d'autres choses par rapport associées à l'embryon. Je me suis basée sur la loi pour la protection de l'embryon allemande de 1990. Choses associées à l'embryon, mais je voulais m'assurer. Donc, nous nous sommes basés sur la loi allemande et également sur la loi 40 de 2014 de la République italienne. Donc, nous avons pris certaines parties de la loi allemande et d'autres parties de la loi italienne.
nous nous sommes basés sur certains préceptes, normes très brèves, comme dans la loi allemande. Nous voulions définir qui avait le droit de faire une fécondation, une assistance à la fécondation, une fécondation assistée. Nous avons décidé non seulement de proposer cette possibilité aux couples mariés, mais également aux couples hétérosexuels qui avaient une relation stable. À ce moment, il n'était pas possible pour les personnes qui n'avaient pas un rapport stable ou pour les couples homosexuels de faire cette fécondation in vitro, et on nous disait que ces valeurs chrétiennes ne pouvaient pas être imposées à toute la société. Et on nous disait qu'il ne devait pas être illégal pour un couple sans une relation traditionnelle de ne pas leur donner la possibilité de faire cette fécondation in vitro. Une part de la loi demandait un engagement des deux parties, de membres du couple, de réaliser cette fécondation. Cela donnait une sécurité légale autant pour la mère que pour le père. Et en plus, le don anonyme de spermatozoïdes et la subrogation étaient interdits. Maintenant, la donation anonyme est permise, mais pas la gestation subbrogée, les ventres, la gestation subbrogée. La fécondation in vitro n'était permise que la gestation pour autrui, pardon. La fécondation in vitro n'était permise que dans le but de créer ou de donner lieu à la gestation d'un bébé. Cela, nous l'avons pris également de la loi allemande. Dans les cas où l'implantation de l'embryon chez la femme n'était pas possible à cause d'une force majeure grave ou une maladie ou d'autres circonstances qui n'étaient pas prévisibles au moment de la fécondation, il y avait certaines exceptions. Il n'était pas permis de réaliser cette fécondation in vitro dans le but de congeler cet embryon. La sélection du sexe était interdite, le clonage humain également, la fécondation artificielle sans le consentement de l'homme ou de la femme sur qui les cellules reproductrices ont été prélevées était interdite aussi. Et de plus, il y avait l'interdiction de la formation de chimères d'hybrides. Il a été interdit également de façon expresse la conservation des embryons humains, à l'exception de la recherche sur les embryons humains, à l'exception de recherches effectuées exclusivement à des fins thérapeutiques et diagnostiques et sans risque excessif pour l'embryon et pour la mère. De plus, on ne pouvait pas féconder plus de 13 cellules de la mère à chaque cycle. Ceci était également emprunté de la loi allemande. Et la destruction d'un embryon humain était considérée comme un délit, comme un crime. Les embryons ne peuvent pas être détruits de manière intentionnelle sous aucun prétexte. Cela démontre que l'on considère l'embryon comme une unité, qui a une valeur en soi. Et si une fécondation est réussie, les embryons restants ne pouvaient pas être laissés à l'abandon ni détruits. Ensuite, il y a eu d'autres lois
afin de mettre à disposition cette technique pour un nombre plus large de personnes. Maintenant, on peut féconder un maximum de 5 ovules au cours d'un cycle de traitement, à condition que le ou les futurs parents donnent expressément leur consentement à la cryoconservation des embryons et au don des ovules fécondés si nécessaire. Donc, la situation a changé. Maintenant, il s'agit de 5 ovules. Avant, il s'agissait de 3 ovules et les autres ovules seront donnés. Seuls 2 embryons peuvent être transférés aux parents potentiels au cours de chaque cycle de traitement et si la fécondation réussit, le reste des embryons est cryoconservé pour une utilisation future. Par conséquent, l'embryon cryoconservé pourrait être utilisé plus fréquemment dans les procédures de fécondation in vitro. Et qu'est-ce qui se passe avec les embryons qui ne peuvent pas être transférés aux parents potentiels au cours d'un cycle de traitement? Ils vont être cryoconservés dans des établissements agréés en vue d'une utilisation future par ce parent potentiel. Mais la cryoconservation des embryons doit être régie par un accord entre le ou les futurs parents et le titulaire de l'autorisation du traitement. Et il a une durée de validité maximale de 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe après ces 5 années? Il y a un renouvellement. Il peut y avoir un renouvellement jusqu'à l'âge maximal autorisé pour le transfert dans le futur parent. Lorsque l'âge maximal autorisé pour le transfert de l'embryon aux parents potentiels est atteint, l'autorité établie par la loi peut autoriser le don de l'embryon cryoconservé. Le but de la cryoconservation a suscité des inquiétudes quant à la perte d'embryons, car tous les embryons ne survivent pas à la décongélation. Certains estiment que cette pratique n'est pas moralement acceptable. Et une autre inquiétude, un autre argument est le fait que les embryons ne sont pas traités comme des êtres humains, comme des personnes ayant une dignité. La congélation des embryons est une pratique qui est à la disposition d'un grand nombre de personnes, mais tous les embryons ne survivent pas. Cela démontre que la standardisation et la protection des embryons n'a pas été menée n'a pas eu la même portée dans toutes les institutions. Certains académiciens de l'Université de Malte ont publié une étude, un article en 2018. Et dans cet article, ils disent que si 5 embryons sont fécondés et que 2 sont choisis pour être implantés, les 2 meilleurs seront choisis afin d'avoir une plus grande probabilité de succès. Cela signifie que le reste, les autres embryons, seront moins sains, ce qui réduira les chances d'adoption de ces embryons pour d'autres fécondations. En 2014, le mariage entre personnes de même sexe a été autorisé et nous avons donc également la possibilité de féconder ou que le couple des femmes peuvent accéder à cette technologie. L'article 2 de la loi sur la protection de l'embryon définit l'embryon comme l'organisme humain résultant de la fécondation d'un ovule humain par un spermatozoïde humain capable de se développer et comprend en outre chaque cellule totipotente prélevée sur un embryon humain
ou produites d'une autre manière. Donc, la définition ne laisse aucun doute sur le caractère humain de l'embryon. Chaque embryon possède un ensemble de gènes uniques spécifiques à cet être humain. Il y a 4 valeurs tirées de l'instruction Dignitas Personae de la Congrégation de la foi de l'Église catholique. Il s'agit du droit du couple à gérer, à s'intéresser à la planification de leur progéniture, le respect de la vie humaine, de la conception, la défense de la famille et du mariage, et enfin, la protection des intérêts de l'enfant à naître. En 2018, on a voulu protéger l'embryon par un suivi et par la vérification que toutes les procédures respectent la loi. Les droits des parents potentiels dont les gamètes ont été utilisés pour créer des embryons prennent fin lorsque l'autorité de protection des embryons devient le conservateur de l'embryon cryoconservé. Il n'est pas cependant clair quels sont les droits des futurs parents sur les embryons cryoconservés avant la survenue de ces raisons qui permettent le don en adoption. On pourrait s'attendre à ce que si l'embryon cryoconservé est assimilé à un enfant, les parents aient l'autorité parentale. Cependant, cela n'est pas clair dans la nouvelle loi. L'introduction de la congélation systématique d'embryons en 2018 a affecté la protection offerte à l'embryon par la loi. Cette pratique est mise en place comme une mesure visant à augmenter l'efficacité du traitement par fécondation in vitro. Maintenant, 5 embryons sont permis. La congélation de l'embryon protège les embryons excédentaires puisqu'ils sont conservés congelés et ils sont disponibles pour l'adoption. Mais on peut considérer qu'il s'agit là d'un pas dans la direction d'un équilibre entre les intérêts des futurs parents qui souhaitent avoir plus de chances d'avoir des enfants et la réduction de la protection accordée à l'embryon. Le fait de placer la vie de l'embryon dans un limbe gelé n'est pas dans l'intérêt de l'embryon ou de l'enfant qui en résulte. Le principal problème discuté est qu'il n'y a aucune garantie que tous les embryons soient adoptés. Cela met en avant la notion de dignité humaine qui est inhérente à tout être humain. Si l'on devait considérer l'embryon qui est conservé comme une personne, il ne serait pas acceptable de suspendre sa vie. Ainsi, les embryons cryoconservés se voient accorder plus d'importance en tant que moyen pour un couple de lutter contre l'infertilité et d'agrandir leur famille. Et cette priorité est accordée à la protection maximale de l'embryon cryoconservé en tant que personne humaine dès la conception. Les développements dans ce domaine sont éclipsés par une crise des valeurs humaines qui traverse l'Europe. Il en résulte une fardeau encore plus lourde pour nous, même si nous sommes en minorité. Nous devons lutter pour la protection de la valeur de la vie. La satisfaction des désirs des parents ne peut pas prévaloir sur la valeur suprême de la vie. Nos voix en faveur de la vie doivent être écoutées et c'est notre devoir, un devoir qui transcende toute religion particulière qui est fondée sur la valeur de la dignité humaine. Merci beaucoup et je suis désolée, mais je dois partir. Merci, Tonio. Merci beaucoup pour ton intervention et nous t'embrassons et nous te souhaitons beaucoup de courage de la part de tous les participants à ces séminaires d'aujourd'hui. Il est clair que l'embryon humain n'est pas un outil pour les parents, c'est un être humain. Ensuite,
nous allons céder la parole au juge Vincent de Gaetano, qui était président du tribunal suprême de Malte. Il a été juge au tribunal européen des droits de l'homme. Il intervient depuis son expérience professionnelle et de sa formation académique en tant que juriste pour nous parler de la protection des embryons humains et la liberté de conscience. Je vous cède la parole, Monsieur de Gaetano. Merci beaucoup. Merci, Anna, et merci de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Le thème de la protection de l'embryon est certainement l'un des sujets les plus controversés des 5 dernières décennies. Il est à bien des égards lié à la question de l'avortement à une différence importante près. On peut en effet aujourd'hui détruire un embryon sans pratiquer un avortement au sens classique, clinique ou juridique du terme. Cependant, les principes éthiques, moraux et juridiques sous-jacents restent toutefois les mêmes. Tous ces principes doivent répondre à une question fondamentale. À quoi avons-nous réellement affaire? S'agit-il d'une simple tâche de protoplasme ou s'agit-il d'une vie humaine? Il s'agit d'une question fondamentale qui transcende toute considération juridique. Un embryon, voire un enfant à naître, peut ne pas être une personne en termes juridiques, même si dans de nombreuses juridictions, un enfant à naître peut hériter et transmettre des droits, mais il s'agit toujours essentiellement d'une vie humaine. Dans cette brève intervention, j'aimerais aborder 3 sujets très généraux. 1. Comment les instruments internationaux traitent l'enfant à naître, car souvent nous avons tendance à oublier ces instruments internationaux. 2. Comment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a traité l'enfant à naître. Et 3. Comment la législation nationale traitant des embryons pourrait avoir un impact sur la liberté de conscience des tiers, notamment des personnes travaillant dans le secteur médical. Non seulement les États n'ont pas le devoir d'autoriser l'avortement, mais il existe également, à mon avis, une obligation positive en vertu du droit international de sauvegarder le droit à la vie des enfants à naître. Les États devraient donc avoir tout intérêt à déterminer, en fonction de leur contexte national, comment ils protégeront le droit à la vie des enfants à naître. Comme nous le savons, malheureusement, le discours va dans la direction opposée, guidé, peut-être mal guidé, par l'accroche des droits reproductifs. Une obligation internationale de protéger légalement le droit à la vie d'un enfant à naître peut être glanée dans le droit des traités, comme dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Cette convention inclut l'obligation de protéger légalement le droit à la vie de toute personne dès le moment de la conception, c'est-à-dire avant la viabilité. L'article 4.1 de la Convention a été identifié par de nombreux spécialistes et académiciens comme la reconnaissance la plus catégorique de droit à la vie de fœtus à ce jour dans le droit international des droits de l'homme. Cet article 4.1 dit « Toute personne a le droit au respect de sa vie. Ce droit est protégé par la loi et en général dès le moment de sa conception. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie. » L'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît, approuvé en 1999, et reconnaît explicitement le droit inhérent à la vie de tout enfant et établit l'obligation des États d'assurer, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement de l'enfant. La citation. Selon l'article 1 de la Convention, un enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Cette définition fournit une limite supérieure pour déterminer qui est un enfant, mais ne fournit pas de limite inférieure pour déterminer quand le statut d'enfant s'applique. Le préambule de la Convention reconnaît que l'enfant, je cite, l'enfant a besoin d'une protection spéciale, notamment d'une protection juridique appropriée avant et après la naissance, sans faire référence à des considérations de viabilité. Ces dispositions impliquent clairement la reconnaissance d'une forme de personnalité de l'enfant à naître et des droits attachés à ce statut. Ou, autrement dit, qu'avant même qu'un enfant soit viable au sens classique du droit romain, il mérite d'être protégé. Ensuite, nous avons l'article 6.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui protège le droit à la vie des enfants à naître dont la mère a été condamnée à mort. Comme l'indique clairement les travaux préparatoires de cette convention, l'interprétation sur des femmes enceintes pour sauver la vie d'un enfant innocent à naître. Des préoccupations similaires concernant la protection de la vie à naître se retrouvent également dans l'un des traités de droit humanitaire international, à savoir la Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Je cite, les blessés et les malades ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particulier. Il est donc évident, à mon avis, que le sens et la portée du droit à la vie, tels qu'ils sont définis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, reconnaissent l'enfant à naître et, par extension, l'embryon comme titulaire de droit. La position de la Cour européenne des droits de l'homme est plus complexe et en fait beaucoup moins favorable aux enfants à naître. La Convention européenne et la Cour est chargée de faire respecter en cas d'absence de faute d'application et de mise en œuvre ou de bonne application ou de bonne mise en œuvre par les États membres. Bon, cette convention a été élaborée et ouverte à la signature et à la ratification 5 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était de traiter principalement les types d'abus des droits fondamentaux de l'homme qui prévalaient sur le continent européen immédiatement avant, pendant et immédiatement après la guerre. La protection de l'embryon et l'avortement ne figuraient donc pas vraiment dans le contexte de ce traité. Comme nous le savons, la Convention est entrée en vigueur en 1953 et en 1954, la Commission européenne des droits de l'homme a été créée, qui a été abolie aujourd'hui. Et ensuite, la Cour a été mise à temps partiel. Depuis sa création et jusqu'au milieu, la fin des années 1970, la Cour européenne des droits de l'homme a lutté pour maintenir une autorité juridique étroite. Les arrêts de la Cour ont influencé dans les parties impliquées dans ces litiges, mais n'ont pas jeté un nombre normatif plus large au-delà de l'affaire ciblée et de l'état spécifique. L'influence limitée de la Cour était un artefact, tout d'abord de sa propre charge de travail limité, de par sa propre charge de travail limitée au cours de ces 15 premières années de fonctionnement, dû au fait que les États clés, notamment la France et le Royaume-Uni, n'étaient pas disposés à accepter la juridiction de la Cour par crainte qu'elle ne s'immisce dans les luttes de décolonisation de l'époque. Donc, la Cour a réagi en donnant une interprétation relativement restrictive et favorable aux États des dispositions de la Convention.
D'après un certain nombre d'académiciens, de spécialistes, elle l'a fait à dessein pour faciliter l'acceptation par les États de l'ensemble du système. Et dans un certain sens, cela a fonctionné. Depuis les années 80-90, le cours a acquis une plus grande autorité morale et a établi certains des principes fondamentaux que nous appliquons encore aujourd'hui. Et l'un de ces principes est le fait que la Convention est un instrument vivant qui doit être interprété de manière dynamique à la lumière des conditions actuelles. Ce concept de la Convention en tant qu'instrument vivant a supposé a été à l'origine d'une révolution et comme toutes les révolutions, il y a eu des effets positifs et négatifs en ce qui concerne l'enfant à naître, alors que la Cour a maintenu et maintient toujours, directement qu'indirectement, qu'elle n'y lira pas dans la Convention des droits. Les auteurs de la Convention n'ont jamais eu l'intention de conférer, comme le droit au divorce par opposition au droit au mariage ou le droit à l'avortement. L'interprétation dynamique ou évolutive signifie qu'au moins un article de la Convention, article 8, peut être invoqué dans un nombre croissant de situations, dont certaines impliquent des embryons et des enfants à naître. Dans une allocution très célèbre prononcée il y a près de 10 ans, Lord Robert Walker, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni, a qualifié l'article 8 de l'article 8 indéfini et a poursuivi en montrant comment l'interprétation évolutive de cet article a ouvert les vannes, pour ainsi dire, en matière d'autonomie personnelle. La Cour de Strasbourg a souvent reconnu que la vie privée est un terme large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Il a été suggéré qu'il s'agissait d'un choix délibéré des rédacteurs de la Convention. Les termes vagues et indéfinis étaient juste parce que c'était vague et indéfini, afin que toutes les parties, espérant et s'attendant à ce que les termes soient interprétés selon leur point de vue respectif, puissent être incitées à le signer, à signer cette convention. Walker suggère qu'il n'y a pas eu un libre jeu complet pour tous. Dès le début, la Cour de Strasbourg a prêté une attention particulière à tout consensus émergent dans la manière dont les systèmes juridiques des parties contractantes traitaient des questions sociales et morales difficiles, en équilibrant à la fois l'interprétation évolutive et l'aspect consensuel. L'autonomie personnelle a été considérée comme incluant le droit de prendre des décisions concernant son propre corps et sa propre sexualité. Elle couvre donc des questions sur lesquelles les opinions religieuses, morales et sociales ont évolué au fil du temps et diffèrent encore sensiblement dans différentes parties de l'Europe, ce qui soulève en réalité une autre question. Les droits de l'homme sont-ils vraiment universels? Les questions les plus sensibles relevant de la vie privée sont l'avortement, l'homosexualité, la transsexualité et le suicide assisté. La Cour de Strasbourg s'est frayé un chemin prudent dans ce champ de mine éthique en prêtant une attention particulière à tout consensus émergent entre les États contractants, mais en laissant également une marge d'appréciation assez large pour les différences religieuses et sociales. En ce qui concerne l'avortement, je sais qu'on parle d'embryon, mais la problématique est la même. Et en ce qui concerne l'avortement, on peut constater tout ce que je viens de me dire, comparant deux décisions séparées par près de 30 ans, à savoir la décision de la Commission européenne, de la Commission dans l'affaire Bruggemann contre l'Allemagne en juillet de 1977 et l'arrêt de la Grande Chambre de décembre 2000 dans l'affaire ABIC contre l'Irlande. Dans l'affaire Bruggemann, la Commission n'a pas contesté une décision de la Cour constitutionnelle fédérale restreignant le champ d'application de la 5e loi de réforme du droit pénal allemand adoptée en 1974.
la mesure libéraliser la loi sur l'avortement et a estimé que la restriction proposée à l'avortement ne constituait pas une violation des droits de la mère au titre de l'article 8. Bruggemann reste la principale décision de Strasbourg où l'on trouve cette importante considération. Et je cite, il s'agit du paragraphe 59 du cas Bruggemann. Donc, je cite, on ne peut pas dire que la grossesse relève uniquement de la sphère de la vie privée. Chaque fois qu'une femme est enceinte, sa vie privée est étroitement liée au développement du fœtus. Fin de la citation. Une recherche de mots sur Hudok, la base de données du tribunal de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est disponible pour le public, pour le grand public, révèle que cette citation de Bruggemann n'est reproduite que dans 2 arrêts, dans des centaines d'arrêts qu'il existe. Donc, nous le trouvons dans le cas Vaux contre la France de 2004 et dans un cas appelé RR contre la Pologne de mai de 2011. Pour le reste, il a été relégué aux oubliettes. Et on n'en tient pas compte. Dans le cas Vaux, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, était une tentative par une femme de faire déclarer par la Cour européenne des droits de l'homme que le refus des autorités de qualifier le meurtre involontaire de son enfant à naître d'homicide involontaire constituait une violation de l'article 2 de la Convention. Dans son arrêt, la Cour a refusé de se laisser entraîner dans la question du début de la vie, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la grossesse de la requérante entrait dans le champ d'application de l'article 2. L'État français avait mis en place des mesures appropriées, y compris des mesures juridiques pour protéger la vie des patients et des enfants à naître, et donc a conclu que dans les circonstances spécifiques de l'affaire, il n'y avait pas eu de violation de l'article 2 de la Convention. Un aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'embryons et d'avortement révèle qu'en fait, que ces questions s'appuient en quelque sorte sur l'article 8. Parfois aussi sur cet article lu conjointement avec l'article 14, le droit à la vie de l'embryon et de l'enfant à naître est opposé au droit de la femme à l'autodétermination en matière de droits reproductifs. Mais le fondement de la légalité, ou si l'on veut, du droit à l'avortement, ne se trouve pas dans la Convention, mais dans le droit interne, c'est-à-dire national. La question centrale n'est jamais existe-t-il un droit à l'avortement en vertu de la Convention ou existe-t-il le droit de l'extinction de l'embryon dans le cadre de la Convention? Non, la réponse a toujours été claire. Non. La question doit être si le droit de la vie privée de la mère a-t-il été suffisamment protégé par les procédures administratives et la législation de l'État concerné? Je trouve que c'est extraordinaire cette espèce de partie d'échec juridique. La justice ne nous dit pas exactement comment nous devons protéger l'embryon ou s'il faut interdire l'avortement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'alors qu'il existe un consensus en Europe, dans toute l'Europe, sur le fait que la peine de mort ne devrait pas avoir sa place dans les systèmes judiciaires des États membres du Conseil de l'Europe, il y a un consensus à 100% sur ce point. Ces mêmes États membres hésitent encore à reconnaître que la vie humaine, quel que soit son stade de développement, devrait également être protégée. Et lorsque la vie humaine est en jeu, il n'y a pas de place pour des choix fantaisistes simplement pour affirmer ce que l'on appelle le droit reproductif.
a toujours été élevé dans la croyance. Et il ne s'agit pas d'une croyance liée à quelconque croyance religieuse, mais d'une notion philosophique que la vie humaine ne peut être détruite qu'en cas de nécessité réelle de légitime défense ou de défense légitime d'une autre personne. Cela implique que l'agression à laquelle on est confronté doit être injuste, grave et inévitable. Comment un embryon ou un enfant à naître peut-il présenter une menace injuste pour quiconque? Voici donc la question basique recherchée dans les États membres. Ce que la Cour de Strasbourg se plaît à appeler le consensus européen et face à ces questions sensibles, une façon de se laver les mains. De toute façon, que signifie ce consensus européen lorsque l'on parle de ces sujets? Outre le fait que le mot consensus, comme le mot unique, devrait représenter un état absolu et donc ne pas être sujet à des réserves. La recherche d'un consensus européen pour déterminer si quelque chose est acceptable ou non est très dangereuse lorsqu'il s'agit de droits de l'homme fondamentaux qui sont censés être universels et absolus. J'ai essayé de faire valoir ce point dans mon opinion concordante, séparée dans l'affaire SH et autres contre l'Autriche, une affaire qui concernait la fécondation in vitro, mais je ne vais pas parler de cet arrêt parce que je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis convaincue que la jurisprudence du tribunal par rapport à la protection embryonnaire serait développée d'une manière différente si, depuis le début de cette convention, on avait tenu compte de la dignité humaine qui doit être respectée et protégée parce que la dignité humaine transcende la naissance et la mort. Pour terminer, un mot sur la liberté de conscience. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme intervient principalement sur l'angle de l'objection de conscience, c'est-à-dire l'objection d'une personne lorsqu'on lui exige, on lui demande de faire quelque chose qui va contre sa conscience. Il n'est pas difficile de voir comment dans le domaine de la procréation médicalement assistée, tout comme dans celui de l'avortement, cette situation peut se présenter. Il existe un grand déficit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, le tribunal a décidé que les sauvegardes de l'article 9 s'appliquent à l'opposition, par exemple, au service militaire, lorsqu'elle est motivée par un conflit sérieux et insurmontable entre le service obligatoire dans l'armée et la conscience d'un individu ou ses convictions religieuses ou autres, sincères et profondes. La question qui se pose est pourquoi seulement le service militaire? La destruction délibérée des vies humaines sur le champ de bataille est-elle différente par essence de la destruction de la vie humaine en laboratoire ou dans l'utérus? Au moins sur le champ de bataille, on peut affirmer que là où les personnes de l'autre camp sont déterminées à vous tuer, peut-on en dire autant de l'embryon en laboratoire ou de l'enfant à naître? Bien qu'il n'existe pas une définition précise et établie de l'objection de conscience, la Cour de Strasbourg a jugé bon de suivre l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations unies, selon lequel l'objection de conscience se fonde sur le droit à la liberté des pensées, de conscience et de religion lorsqu'elle se heurte à l'usage obligatoire de la force au prix de vies humaines. C'est comme ça que l'on a
limiter l'objection de conscience. La Cour a limité l'objection de conscience aux convictions religieuses ou autres, et la jurisprudence se limite toujours énormément à cette objection au service militaire dans d'autres domaines. Hein. L'article 8, cet article indéfini, semble, dans tous les cas, l'emporter sur l'article 9, comme les jeux de cartes. Hein. Et cela, dans tous les cas, le cours a refusé de reconnaître et d'appliquer la doctrine des accommodements raisonnables face à deux droits apparemment contradictoires. Par exemple, le droit à la vie privée et à l'accès à certains services médicaux contre le droit à la liberté de conscience du médecin. L'exemple le plus clair de cette intransigeance est de la relégation de l'article 9 en deuxième division, pour ainsi dire, hein, dans la hiérarchie des droits fondamentaux de la Convention, reste, à mon sens, l'affaire Ewida et autres contre le Royaume-Uni de l'année 2013, où l'une des 4 requérantes a été contrainte à quitter son emploi parce que, en tant qu'officier d'état civil dans un arrondissement de Londres, elle avait de fortes objections morales à célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Après s'être initialement arrangée avec des collègues de son bureau pour échanger des tâches avec ceux qui n'avaient pas de telles objections morales, un aménagement raisonnable qui lui a permis de continuer à travailler au bureau sans perturber de quelque manière que ce soit les services fournis par le bureau aux couples de même sexe, elle a été licenciée. L'arrondissement en question a insisté pour qu'elle officie également lors des mariages entre personnes de même sexe. Et le cours, à mon avis, celui d'un autre membre de la Chambre, le juge monténégrin Nebojša Vucinic, a confondu les questions de croyances religieuses et de conscience. Comme l'a fait remarquer l'un des tiers intervenants de cette affaire, le Centre européen pour le droit et la justice, d'une manière assez aiguë, je cite, « Pourtant qu'il existe une différence de nature entre la conscience et la religion, il existe également une différence entre les prescriptions de la conscience et les prescriptions religieuses. Ce dernier type de prescription, ne pas manger certains aliments ou certains aliments certains jours, le port du turban ou du voile ou l'exhibition des symboles religieux, peuvent faire l'objet de limitations de la manière et dans les conditions prévues dans l'article 9, volet 2. Mais peut-on en dire autant en ce qui concerne les prescriptions de conscience? Le juge Vucinic, mon collègue et moi, étions d'avis qu'une fois qu'un cas réel et sérieux d'objection de conscience a été établi, l'État est obligé de respecter la liberté de conscience de l'individu à la fois positivement, en prenant des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les droits de l'objecteur de conscience, comme dans le cas de l'objection au service militaire, et négativement, en s'abstenant d'actions qui punissent l'objecteur ou le discriminent. Dans le passé, la liberté de conscience a trop souvent été payée par des actes d'héroïsme, que ce soit aux mains de l'Inquisition espagnole ou d'un peloton d'exécution nazi. Comme l'observe le tribunal européen de le ECLJ, c'est pour éviter que l'obéissance à sa conscience nous doive encore se payer un héroïsme que la loi garantit désormais la liberté de conscience. La même chose devrait, à mon avis, s'appliquer à l'objection de conscience concernant la destruction de la vie, que ce soit sur forme embryonnaire ou fœtale. Et je suis arrivée à la fin de mon intervention. Merci beaucoup, Monsieur De Gaetano. Pour moi, je vois très clairement cette partie d'échec juridique entre le bien juridique, qui est le bien humain,
scientifiquement, il s'agit d'un être humain, un être vivant. Et le bien juridique du droit de la femme sur son propre corps. Ce débat juridique, cette partie d'échec entre la protection d'un bien juridique et d'un autre bien juridique, c'est celui qui nous mène à ce séminaire, au sujet de ce séminaire, parce que l'embryon humain est un bien juridique quand il s'agit d'un bien humain qu'il faut protéger. Ensuite, je voulais vous poser quelques questions qui ont été transmises ou écrites sur le chat. Et maintenant, je voulais vous présenter Myriam Siberas, présidente de Life Network Foundation Malta, membre de la Fédération européenne One of Us depuis longtemps. Chère Myriam, je te pose la question directement. Comment pouvons-nous récupérer l'humanité et la valeur de l'embryon humain comme l'un de nous, comme One of Us? Merci, Myriam. D'abord, Anna, ma partie, le débat à voir avec la question de la réhumanisation de l'embryon, revendiquer l'humanité et la valeur de l'embryon comme l'un des nôtres. Dans le livre A Matter of Life, écrit par Edwardson Steptoe, l'embryon est décrit comme un être humain microscopique, un être qui est à ses tout premiers stades de développement et qui traverse une période critique de sa vie. Une période qui s'organise magnifiquement, qui se branche sur sa propre biochimie, qui augmente de taille, qui se prépare pour rapidement être implanté dans l'utérus. D'autres articles nous disent que l'être humain naît sous la forme d'un organisme unicellulaire, le zygote, lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule. L'embryon, le fœtus, l'enfant et l'adolescent ne sont que des étapes de développement d'une entité durable qui est l'être humain. Le prix Nobel Edwards et le chirurgien Steptoe ont été les premiers à concevoir par fécondation in vitro, ce qui a conduit à la naissance du premier bébé éprouvette de Louise Brown en 1978. Dans son livre, Edwards livre ses témoignages. Elle était belle alors, elle est belle maintenant. Louise Brown a commencé à vivre au laboratoire lorsqu'elle n'était que 2 cellules. C'est un témoignage de la vérité et du langage que nous devons récupérer aujourd'hui. La beauté de Louise Brown en tant qu'embryon et celle de Louise Brown en tant que nouveau-né a inspiré une crainte et une révérence égales. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Aujourd'hui, les embryons sont produits en masse, sélectionnés, expérimentés, gelés et éliminés à grande échelle dans l'industrie de la fécondation in vitro. De plus, avec les avortements, ces embryons sont tués par des médicaments et des dispositifs différents. Pourquoi les scientifiques ont arrêté de respecter la vie? L'embryon humain est placé sous une situation d'abus. L'embryon humain a été soumis à un processus de déshumanisation systématique. Cette tactique, une étude de ces tactiques montre comment l'homme a appliqué les mêmes techniques pour déshumaniser toutes sortes de groupes de personnes dans le passé. L'histoire regorge d'exemples d'holocaustes systématiques exécutés au cours du dernier siècle. Dans les expériences médicales, le général brigadier a dit, le général Telford Taylor a dit, nous avons encore notre responsabilité ici.
Les accusés dans le box, les accusés sont accusés de meurtre, mais ce n'est pas un simple procès pour meurtre. Nous ne pouvons pas nous contenter de démontrer que des crimes ont été commis et que certaines personnes les ont commis. Tués, mutilés et torturés est criminel dans tous les systèmes de droit modernes. Ces accusés n'ont pas tué de sang chaud ni par enrichissement personnel. Certains d'entre eux peuvent être sadiques qui ont tué et torturé pour le sport, mais ils ne sont pas tous des pervers. Ce ne sont pas des ignorants. La plupart d'entre eux sont des médecins qualifiés et certains sont d'éminents scientifiques. Pourtant, ces accusés qui étaient tous pleinement capables de comprendre la nature de leurs actes et dont la plupart étaient exceptionnellement qualifiés pour former un jugement moral et professionnel à cet égard, sont responsables d'un meurtre en gros et de torture d'une cruauté indescriptible. C'est notre obligation profonde envers tous les peuples du monde de montrer pourquoi et comment ces choses sont arrivées. Et plus loin, je cite, les torts que nous cherchons à condamner, à punir ont été si calculés, si malins et si dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés parce qu'elle ne peut survivre à leur répétition. Néanmoins, nous voyons qu'elles sont répétées sur une autre catégorie arbitraire d'êtres humains, les enfants à naître. Le site, et cela inclut les embryons, le site Internet Genocide Watch illustre les moyens systématiques par lesquels les êtres humains ordinaires peuvent être amenés à participer à de telles actions. La classification distingue les sujets dans une perspective eux contre nous. La symbolisation permet de le visualiser facilement de l'esprit des gens. La discrimination et la déshumanisation suivent en niant l'humanité, le statut de l'embryon et de l'enfant dans le ventre de sa mère. L'organisation et la polarisation attaquent et divisent en groupe l'opposition qui se défend. La préparation et la persécution préparent le terrain pour discréditer les défenseurs de la vie en utilisant des tactiques d'intimidation, tandis que les résolutions et les lois sont adoptées. Les campagnes eugéniques et autres en cours conduisent à l'extermination des embryons. L'avortement de l'enfant à naître et les protocoles d'avortement après la naissance. Le déni sous couvert de choix, de droits des femmes, de soins de santé sera camouflé, ce qui arrive réellement à ces vies perdues. Les photos de fœtus avortés, les témoignages des survivants de l'avortement, d'anciens avorteurs, des personnes qui regrettent leur avortement et bien d'autres sont ridiculisés, réduits au silence ou qualifiés de traumatisants. Nous sommes à un point où nous devons enlever les gants et nous lancer dans une campagne de sauvetage comme jamais auparavant. Pour commencer, nous devons apprendre à réhumaniser nos conversations. L'identité de l'enfant, de la conception à la naissance, doit être reconquise dans les médias, à la fois comme un privilège et comme le cadeau porteur de vie qu'elle est. Nous devons nous préparer pour pouvoir défendre les enfants dans ces premières étapes de développement. Nous devons parler de la perte de vie d'un enfant à naître et de mort de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et tout cela doit remplacer des termes comme interruption de grossesse ou mort fétale. Lorsque nous parlons de disposer des embryons, nous devons expliquer que cela signifie en fait que l'embryon est tué. Nous avons vu des entreprises transformer des embryons congelés en bijoux à porter
considérer ceci. Non seulement ces fils ou ces filles n'ont pas été autorisés à grandir, à se développer, à naître, mais ils sont maintenant portés comme des bijoux, un bijou. Nous devons réhumaniser les questions de handicap liées au diagnostic génétique préimplantatoire, où les embryons atteints sont jetés, et au test prénatal, où le bébé malade est avorté. Tous deux entraînent la mort d'un enfant avant naissance. Un diagnostic prénatal négatif devrait être considéré. Lire enceinte d'un enfant malade. Les soins palliatifs périnataux devraient être accessibles aux mères dont l'enfant a été diagnostiqué comme ayant une vie fragile, tout comme nous soutenons les patients dont le diagnostic est en phase terminale. En conclusion, nous savons que tout ce qu'il faut pour que le mal prospère, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. Le langage est essentiel. L'ingénierie sociale est toujours précédée d'une ingénierie verbale. En matière de droits de l'homme, tout comme personne ne devrait être exclu de la protection morale et juridique en raison de sa race, de son sexe, sa religion ou de son origine ethnique. Personne ne devrait être exclu en raison de son âge, de sa taille ou de son stade de développement biologique. L'État a une obligation éthique et morale de protéger les êtres humains embryonnaires de la même manière qu'il protège tout autre être humain. La protection de l'embryon est la seule frontière de résistance contre l'avortement. Les enjeux pour la vie sont élevés. Il est grand temps de créer un mouvement mondial pour protéger la vie naissante, de faire face aux plus hautes institutions et d'insister sur le fait que cela suffit. Des rapports tels que le récent rapport Matic ne peuvent être acceptés. Ce rapport a dépassé les limites de compétences de l'Union européenne et pourtant personne n'est intervenu pour le stopper en cours de route. Pourquoi? Pourquoi nous laissons-nous dominer, voire réduire au silence? Nous devons nous regrouper et unir nos forces pour former un mouvement mondial en faveur de la vie. Il est temps d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. En effet, c'est la déshumanisation de l'être humain. Nous assistons à cette déshumanisation de l'être humain le plus petit, le plus faible, mais également des personnes âgées. Nous avons vu l'autorisation de l'euthanasie en Espagne. Je suis tout à fait d'accord. Une société qui n'est pas capable de protéger le plus faible est vouée à l'échec. Je n'ai pas de doute. Donc, je suis avec toi nous sommes tous avec toi dans cette bataille et nous te remercions pour ton intervention. Nous avons une petite surprise dans cet événement. Avant de passer au débat, nous avons une intervention de juge fédéral de Alfredo Eugenio López qui a atteint la notoriété internationale lorsqu'il y a à peine un mois à dicter une mesure pour suspendre la loi d'interruption volontaire de la grossesse en Argentine, en considérant que c'est une violation de l'obligation internationale de l'État argentin de protéger la vie depuis la conception. Dans son arrêt, le juge a ordonné non seulement la suspension de la loi, mais également la suspension du protocole pour l'attention intégrale des personnes avec le droit, jouissant de droit à l'interruption légale de la grossesse. C'est une preuve tangible de la défense de la vie humaine depuis sa fonction comme juge. Nous écoutons. Y verosimilitud en el derecho en virtud de que la Constitución Nacional Argentina prevé en su artículo 75, inciso 23,
la protección o tutela de la mujer embarazada y en consecuencia del niño por nacer, al que se lo considera niño hasta los 18 años. Y el artículo 75 en su inciso 22, que establece los tratados internacionales como parte del bloque constitucional, como la Constitución misma, y tanto el Tratado de los Derechos del Niño, del cual Argentina ha hecho expresa reserva que considera persona a partir de la concepción, como así también el Pacto de San José de Costa Rica, que considera que hay vida y persona humana a partir de la concepción, y por supuesto el propio derecho interno, el artículo 19 del Código Civil reformado, que establece que se es persona a partir de la concepción. De manera tal que era abrumadora la normativa legal que protegía al niño por nacer. Pese a ello, y en base a un fallo anterior a la reforma del Código Civil que aludí, del artículo 19, se modificó lo que era un delito por parte de la Corte Suprema, contrariando la jurisprudencia tradicional de que el derecho a la vida es el primer derecho y fundamental, sin el cual no se pueden ejercer otros derechos, y como decía, transformó lo que era un delito en un derecho. A partir de allí, entrando por la ventana de la legislación argentina, se establecieron protocolos de aborto por vía administrativa, porque la misma Corte instó a que se hicieran esos protocolos. Vuelvo a repetir, esto fue anterior al artículo 19 reformado, es decir, que la situación jurídica no es la misma hoy. Mi decisión ha sido apelada y entiendo llegará a la Corte Suprema, que en definitiva resolverá el asunto. La vigencia de la misma fue de apenas una semana, pero según informes fidedignos, en la capital federal de Argentina fueron 100 vidas las que se salvaron con motivo de mi decisión judicial. Eso causó, por supuesto, una reacción de los sectores feministas abortistas que intentaron incluso vandalizar el juzgado, pero previo a su llegada llegaron sectores defensores del niño por nacer que impidieron que se atacara mi sede judicial. En definitiva, creo que esta es una lucha en la cual debemos comprometernos, porque la verdad, el derecho natural y, como en mi país, el derecho positivo están de nuestro lado. Creo que es un combate difícil, pero si no defendemos al niño por nacer, creo que ningún otro derecho es superior al derecho a la vida y, en consecuencia, carecería de sentido cualquier derecho y viviríamos en una tiranía. Sí, muchas gracias. Ahora, a continuación, yo quería formular algunas preguntas que han lanzado a través del chat. Y, en primer lugar, quería formular una pregunta al señor de Gaetano. Esta pregunta va un poco en función de la primera parte de este seminario, en el que hemos visto cómo las nuevas tecnologías, como en particular todo el estudio del embrión humano, nos hace ver desde el verdadero primero instante el milagro de la vida, ¿no? ¿Cree que este avance científico, en el que nos muestra de manera científica y real el inicio de la vida, puede traernos de algún modo un cambio legal? ¿Puede ayudar este avance científico a que se produzca un cambio legal real en la protección del no nacido? Gracias, señor de Gaetano. Well, Anna, of course, we are always discovering new things about the beginning of life, really. I always say that the world's greatest mystery is, in fact, the beginning of life, but I mean it in a more cosmic sense. But even when it comes to life in the embryonic form, we are always learning more and more.
And of course, yes, the more we learn about the fact that really in the embryo, there is the human being in theory, as it were, you know, in the making. And the more we learn about that, yes, we should be protecting human life from the very beginning. But as Miriam, I think, said quite rightly, at the moment, there is a campaign of, well, one could call it misinformation, disinformation, or even perhaps intimidation, which actually prevents many people from actually speaking out of fear of being labeled reactionary, outmoded, outdated, you know, Taliban Catholics or whatever, when what is an issue here has nothing, well, has to do with religion, but it is something different, because it is not only in the Catholic or Christian religion that one actually wants to protect life. I mean, even an atheist who does not believe in God, or in a God, in a supreme being, can still understand that there is life in an embryo and may wish. So the answer to the question is yes. The more we get to know about the beginning of life, the more there is the possibility that we protect this life from the very beginning, from its embryonic form. But that depends on whether we have in our respective parliaments people who are really interested in knowing this, rather than in getting votes by being populist with certain aspects of legislation. I'm not thinking only of legislation on embryo protection and so on, but on many other fields. I mean, one of the key problems today, even in some of the most democratic states of the world, or allegedly democratic, between inverted commas, states of the world, is this issue of populism, which stifles, as Miriam quite rightly pointed out, reasoned debate. Sí, señor de Gaetano. Y la siguiente pregunta es relativa al informe MATIC, que imagino que usted conoce como antiguo juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué le parece la aprobación de este informe MATIC? Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso que usted ha mencionado, de la eliminación del derecho a la objeción de conciencia. No puedo oírle, creo que está su micro silenciado. Sí, no, a usted, señor de Gaetano, es sobre el informe MATIC recientemente aprobado en el Parlamento Europeo, en el que prácticamente el derecho a la objeción de conciencia aparece eliminado y que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo. ¿Qué reflexión le merece a usted? Well, what can I say? I have expressed myself so often in favor of conscientious objection, not only in matters of you know, abortion or conscientious objection is something which has to do with a person's belief in what is essentially good or bad. We make these choices daily in our lives. It has nothing to do with one's religious beliefs or one's religious convictions, as again, people who may have no religious convictions whatsoever can know in their innermost conscience what can be right and what can be wrong.
to eliminate that is to try to say, in reality, to try to defeat or to go against the reality of life, because everyone has in his innermost this idea of what is right and what is wrong. Of course, provided that conscience is properly instructed, because you may have instances where people, out of a misguided sense of conscience, think that they can do anything. I mean, in Strasbourg, a few months ago, there was a decision about a case. It's called the Naked Ramblers case. A chap in I think he's Scottish, probably not English, who thought that he had a right to go rambling or walking in the countryside completely naked, and he actually invoked his freedom of conscience when he was repeatedly arrested by the police, both in England and across the border in Scotland. I mean, conscience has to be properly cultivated. But, conscience can even go against, in a sense, against the word of a pope. I mean, remember what Cardinal Henry Newman once wrote in a famous pamphlet. I don't remember the name, but it's quoted in one of my separate opinions, about conscience and the word of the Pope. Of course, there Newman was talking about Pope Pius IX, who wasn't exactly the most liberal of popes. But he said, if I had to, bring religion, if I had to bring, if I had to bring religion in after dinner toasts, I would drink to conscience first and then to the Pope's word, because conscience really, is something so important. So trying to annihilate conscientious objection in a matter which is so vital, apart from the fact, of course, that in doing so, one risks truncating, one risks damaging the medical profession. Because what will happen? Possibly the best people or the brains that could become, for instance, let's say, doctors in what do you call them? The people who carry out births. Miriam, what do we call them in English? The obstetricians. Obstetricians, people who, men and women, of course, who want to go into obstetrics and gynecology. If there is no right to conscientious objection, some of the best brains will simply either not go into medicine at all or opt for something which is less, perhaps not attractive, but it's less morally complicated, like, I don't know, hematology or dermatology or something of that sort, you see? So to try and stifle, and then why, this is the point, why do we have conscientious objection for military service, but then deny or try to stop it, to prevent it in other services? It simply makes no sense. There's no logic in it. Sí. Muchas gracias, señor de Gaetano. Queda una pregunta que he pedido a la persona que la ha puesto, si me la puede enviar por mail y le daremos una respuesta, porque tenemos que cerrar este encuentro y finalmente, para concluir este seminario, contamos con la participación de don Julio Tudela Cuenca. Don Julio Tudela es de la Universidad Católica de Valencia, es doctor en farmacia, miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Valencia, colaborador de One of Us. Don Julio, tienes mucha materia esta tarde. Muchas gracias y tienes la palabra para las conclusiones. Gracias, Julio. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los organizadores de este webinar por su amable invitación y también a los participantes por sus valiosas ponencias y a todos los que siguen
esta webinar por su compromiso en favor de la vida y de la dignidad humanas. Voy a hablar brevemente, a modo de resumen, y también como una ilustración de los atentados contra la integridad, la vida y la dignidad del embrión humano, que no se reducen, como voy a explicar brevemente, al tema del aborto. Sí es verdad que la destrucción de los embriones humanos se polariza, en primer lugar, en el aborto, al que tristemente hemos asistido recientemente a una matización que, como comentaba Ana, viene de la mano del informe MATIC, que establece algo impensable hasta ahora: reconocer el aborto como un derecho e ignorar el derecho del nonato, del niño por nacer. Pero no solo el aborto es la fuente de aniquilación de embriones humanos. Todos los embriones que ya se han comentado en la exposición de hoy, en las exposiciones de hoy, todos los embriones sobrantes de las técnicas de fertilización in vitro, que en su gran mayoría están destinados a su destrucción. También muchos de estos embriones, antes de ser destruidos, van a ser desviados hacia la experimentación clínica, la investigación de enfermedades, de la propia embriogénesis, la obtención de células troncales con fines terapéuticas, la clonación, etc. Todas estas investigaciones sobre estos embriones los condena a su destrucción. También, como se ha comentado en una de las ponencias, los embriones que han sido descartados tras el diagnóstico genético preimplantacional, una auténtica técnica eugenésica que favorece a los perfectos y elimina a los defectuosos. Por último, otra forma oculta y silenciosa de destrucción embrionaria viene de la mano de algunas técnicas contraceptivas que, no impidiendo la fecundación, interfieren en el proceso de anidación del embrión en el endometrio, provocando verdaderos abortos en el sentido estricto de la palabra. Quiero mencionar específicamente las técnicas de contracepción de emergencia, de implantación creciente, de más reciente aparición, y que después comentaré, presentan efectos devastadores. En segundo lugar, hay otra forma de atentar contra la vida del embrión, que es esta eugenesia o selección embrionaria. Es decir, como se ha afirmado, el diagnóstico genético que está incrementando sus niveles de sensibilidad, pudiendo afinar en cuanto a la información genética de los embriones, que está provocando la eliminación de muchos embriones con pequeñas alteraciones genéticas, que no van a afectar a su salud futura, pero que se alejan del patrón de perfección buscado. Esta es una verdadera técnica eugenésica y condenable. Además, puede utilizarse el diagnóstico genético para la selección de características embrionarias deseadas, el sexo o condiciones de compatibilidad para trasplantes futuros de hermanos, etc. Una tercera forma de agresión contra la vida embrionaria viene de la mano de la edición del material genético de los embriones. El creciente perfeccionamiento de las técnicas de edición genética, que también han sido nombradas esta tarde, permite la manipulación genética del embrión en sus primeros estadios de desarrollo, con el fin no solo de corregir defectos genéticos, en principio una intervención lícita, sino también de promover el enhancement, el perfeccionamiento transhumanista o posthumanista de la especie humana, alejándolo de su codificación natural. Esto presenta riesgos incalculables. En cuarto lugar, un nuevo atentado contra la vida embrionaria viene de la mano de las nuevas técnicas de hibridación y quimerismo embrionario, es decir, obtener individuos que poseen material genético procedente de la combinación de diferentes especies, bien en su totalidad, serían los híbridos, o bien en algunos de sus tejidos, serían las quimeras. En los últimos años se han obtenido quimeras de humano y cerdo y más recientemente de humano y mono, con la pretensión, por un lado, de favorecer la investigación en el desarrollo embrionario temprano y por otro, de en un futuro poder obtener órganos humanos desarrollados en embriones animales
como material para trasplantes. Seguidamente pasaré a hacer un análisis de las dificultades bioéticas que entrañan estos procesos. Por último, un nuevo atentado a la vida y a la dignidad embrionarias viene de la mano de la clonación, la producción de embriones, copias, clones de otros. Me falta una sexta cosa, la ectogénesis. La ectogénesis presenta también la posibilidad de trasladar la gestación del embrión desde el útero materno a úteros artificiales. Esto, que se ha hecho ya con animales, con grandes prematuros, ya hay quien lo propone como sustituto de la gestación maternal para convertir el proceso de la fecundación y la gestación en un proceso totalmente artificial. Quisiera decir una cosa que no quiero que se me pase, y es algo que tenemos muy reciente, la aparición de los embrioides, o sea, los llamados blastocitos humanos inducidos y blastoids en inglés, que persiguen el estudio del desarrollo humano formando algo parecido a un embrión humano a partir de células humanas maduras, reprogramando estas células humanas maduras por una técnica que ya fue definida por un investigador que ganó el premio Yamanaka, que ganó el premio Nobel gracias a estos experimentos. Redefiniendo el material genético de una célula humana madura, podemos retrotraerla hasta el estado embrionario primigénito. Es decir, podemos pensar en la creación de embriones a partir de células humanas maduras, por lo tanto, obviando, haciendo un bypass al proceso de reproducción sexual. ¿Qué tendríamos que decir como argumentos bioéticos en contra de estas técnicas que acabo de apuntar? Primero, como se ha dicho esta tarde perfectamente, yo no voy a insistir más sobre ello, existe el derecho a la vida, no existe el derecho a matar, como pretende extender el informe Matic ahora. Es reprobable todo acto dirigido a provocar la muerte de un ser humano en estado embrionario. Algo muy importante en bioética, la autonomía de la mujer no le permite conculcar el derecho a la vida de su hijo, como se pretende en el informe mencionado. Por último, los abortos preimplantatorios, los abortos preimplantacionales, que vienen de la mano de las técnicas contraceptivas, también deben ser mencionados, aunque son silenciados y no contabilizados. Con la contracepción de emergencia se suprimen un promedio de 5 embriones por cada 100 píldoras asumidas. Por cada 100 píldoras contraceptivas de emergencia administradas, se pierden un promedio de 5 embriones. Eso suponen millones de embriones al año en el mundo. En cuanto a la reproducción asistida, las técnicas de fecundación in vitro o de inyecciones intracitoplasmática de espermatozoides, debe cesar la producción supernumeraria de embriones por estas técnicas, como también se ha mencionado por alguno de los ponentes, pues su destino, en la gran mayoría de los casos, es su destrucción y su criogenización, es decir, su conservación bajo congelación, supone un trato degradante, dada su condición de individuos de la especie humana. La experimentación con embriones tiene el grave calificativo bioético de que su destino, el destino de estos embriones, es indefectiblemente su destrucción. Son pérdidas embrionarias y deben denunciarse las propuestas utilitaristas que lo justifican en aras del progreso científico. En cuanto al diagnóstico genético preimplantacional, esta tremenda técnica, cuando se utiliza con fines eugenésicos, constituye una forma inaceptable éticamente porque discrimina a los seres humanos y viola la dignidad de los más vulnerables. Cosifica al embrión en función de la utilidad que se le asigna. La edición embrionaria, la edición genética sobre los embriones, presenta la posibilidad de modificar el genoma humano y conlleva un grave riesgo para la integridad no solo del embrión, sino de la propia naturaleza humana. La imposibilidad de ejercer un control suficiente sobre los procesos de alteración genética que vienen de la mano de estas técnicas de edición genera serias incertidumbres sobre sus impredecibles consecuencias.
la posibilidad de extender las técnicas de edición genética embrionaria más allá de la simple corrección de errores genéticos, abre la puerta a propuestas de enhancement o diseño a la carta que constituyen en todo caso un atentado contra la dignidad de todo ser humano. En cuanto a la hibridación y el quimerismo embrionario, la obtención de especies híbridas o quiméricas pone en riesgo la integridad de la naturaleza humana. Conlleva incertidumbre sobre el alcance de estos experimentos, el impredecible grado de colonización de los tejidos animales de los embriones utilizados por parte de las células humanas injertadas puede presentar formas tan graves como la proliferación de células humanas en los propios cerebros o las gónadas de los animales involucrados en estos experimentos. El fin lícito, que supone la obtención de órganos humanos para trasplante, debe confrontarse a los riesgos del proceso que condicionan su aceptabilidad ética. Por último, la producción artificial de embriones. Las experiencias de clonación humana en marcha desde hace bastantes años con fines de experimentación suponen un atentado contra la dignidad humana, no solo por la destrucción a la que están destinados estos embriones, sino por la violación que supone toda clonación sobre su individualidad y el derecho a la salvaguarda de la identidad genética de todo individuo, que en este caso es programada. La posibilidad de que en el futuro sea permitida la clonación reproductiva, es decir, obtener individuos al nacimiento fruto de la clonación, agravaría aún más estas circunstancias por las consecuencias que pudieran derivarse sobre los individuos producidos y su utilización por parte de la sociedad. La posibilidad de obtener embriones humanos, actualmente pseudoembriones o embrioides, al margen de la reproducción sexual, constituye una grave amenaza no sobre el propio ser humano solo, que es cosificado como ocurre con la clonación, sino sobre la propia línea evolutiva de la especie humana. Estos experimentos deben controlarse para que los embrioides producidos no lleguen a asemejarse a los embriones humanos de manera que debieran ser considerados como tales. Por último, la ectogénesis o gestación artificial se abre hoy como posibilidad de futuro para convertir la transmisión de la vida en proceso totalmente artificial, excluida la reproducción sexual y la gestación maternal. Como epílogo, me gustaría deciros, trabajemos para que estas amenazas, presentadas tantas veces como frutos del progreso técnico y científico, dejen de suponer un atentado contra la dignidad humana, especialmente sangrante en el caso de los seres humanos más indefensos y vulnerables, los sin voz, los embriones humanos. Deben desenmascararse estos intentos como verdaderamente regresivos, involutivos, contrarios al progreso, a la libertad y a la dignidad de las personas, porque promueven la desigualdad, la discriminación, la manipulación, el sometimiento y el exterminio de los más débiles. Quiero agradecer a los ponentes sus esfuerzos en la dirección correcta, la que respeta la vida humana y la dignidad y los derechos de los individuos, esfuerzos que desempeñan en sus distintos ámbitos, legales, científicos, políticos, prepolíticos, sociológicos, filosóficos o antropológicos, dirigidos a que el embrión humano, en todas sus formas, sea reconocido y tratado como uno de nosotros. Gracias a todos. Y me gustaría terminar con las palabras de San Juan Pablo II. La vida vencerá. Esta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá, puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso están de parte de la vida. Y de parte de la vida está también Dios, que ama la vida y la da con generosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por estas conclusiones. La verdad que podemos responder desde aquí para motivar al compromiso, a nuestro compromiso con la vida por nacer, pues creo que tú ya lo has resumido en estas conclusiones: por la vida, por la libertad, por la dignidad y por el progreso. Para todos, muchísimas gracias por vuestra participación
y seguimos en contacto y en esta lucha por la vida y por la dignidad de cada ser humano. Muchas gracias.